La pompe cliquetait sous les doigts de Brandy, comme si chaque tic était une promesse fragile. Il était presque minuit, le néon vacillait, l'air sentait l'essence et le froid mordait la peau exposée entre sa veste trop fine et ses manches retroussées. Elle comptait des pièces, le regard fixé sur une petite cage en plastique où un bébé singe se lovait contre une serviette humide. Ses petits doigts serrant la lanière comme s'il savait déjà que le monde pouvait basculer. Si vous croyez à la solidarité, restez et abonnez-vous. La station était à moitié vide, une île de lumière dans la nuit d'un quartier où les voitures passaient peu et la vie se taisait. Daniel avait poussé sa Harley jusqu'à la pompe 20 mètres plus loin, les bottes calées contre le bitume, la veste en cuir sentant l'odeur riche du métal chauffé. Il n'était pas venu pour autre chose que pour remplir son réservoir et reprendre la route, ce qu'il faisait depuis 30 ans, mais quelque chose dans la posture de Brandy l'avait arrêté. Elle était petite, les épaules basses, une main autour d'une fermeture éclair, l'autre tenant 2 billets froissés. Un singe étouffait de silence dans la cage, ses yeux ronds plus éveillés que la nuit elle-même. Un instant après, une voiture s'arrêta brusquement à l'entrée de la station. Les phares inondèrent la pompe, puis se refermèrent comme une gueule. Tyler descendra du siège conducteur, la mâchoire serrée, la voix basse et venimeuse. Il avait l'air de ceux qui règlent le monde par la peur, tatouages qui surgissaient du col, poings larges, regard rapide. Il ne marchait pas, il avançait, comme si le sol devait lui obéir. Brandy releva la tête et, dans la fraction de seconde où leurs yeux se croisèrent, Daniel vit la peur plisser son front. Il y avait des marques sous ses yeux, un bleu pâle au bras dissimulé sous la manche, une façon de tenir son corps comme on protège un trésor fragile. Tyler ouvrit la portière avec un claquement. « Où tu vas avec ça, gamine ?» dit-il d'une voix qui voulait être une commande. Brandy recula sans s'en rendre compte, ses doigts serrant la poignée de la cage. Le bébé singe remua, émettant un petit couinement qui semblait vouloir enrouler toute la scène d'une tendresse insolente. Tyler s'approcha encore, la paume ouverte, prête à saisir. Daniel sentit le changement d'air comme on perçoit le tonnerre lointain. Il posa sa main sur la poignée du réservoir, fit mine d'ajuster quelque chose, mais ses yeux n'avaient pas quitté Tyler. Il connaissait ce genre d'homme. Il confondait la possession et le droit. Il croyait que la force donnait titre. Il entendit Brandy murmurer « C'est à Ellie, c'est à Ellie ». Le nom avait la douceur d'un mensonge fragile. Tyler fronça les sourcils. On ramène le gosse à la maison et ce truc avec, maintenant. Il y eut un silence qui fit écho au cliquetis de la pompe. Brandy secoua la tête en un refus si petit qu'on aurait pu le manquer. Non, il reste. Sa voix trembla, mais elle n'avait pas rompu. Tyler haussa les épaules, comme quand on décide d'effacer une irritation. Il posa une main brutale sur la cage. Le singe tourna la tête, ses yeux noirs éclairés par le néon, et un petit doigt sembla s'accrocher à la grille. Daniel ne se leva pas d'un bond, il n'en avait pas besoin. Les motards ne cherchaient pas la violence gratuite, mais ils rectifiaient les injustices qu'ils voyaient. Il s'approcha en marchant lentement, ses bottes faisant un bruit mesuré. « Tu peux t'arrêter là, mec », dit-il sans hurler. Sa voix avait la densité d'une autorité ancienne. Tyler se tourna vers lui comme vers un obstacle inattendu. « Et toi, t'es qui? Un flic déguisé ?» ricana-t-il. Daniel secoua la tête. « Juste quelqu'un qui n'aime pas qu'on empêche un gamin d'avoir ce qu'il aime. » La réponse de Tyler fut un sourire court et agressif. Il fit un pas de plus vers Brandy, et la main qui tenait la cage se contracta comme si la paume voulait se refermer sur elle. Brandy recula jusqu'à heurter la pompe. Ses doigts tremblaient et la bille d'essence roulait doucement sur son coude. Daniel sentit qu'il ne pouvait plus rester spectateur. Il attrapa la manche de Tyler, pas pour frapper, mais pour l'immobiliser, et dans le même mouvement poussa la cage derrière Brandy, la mettant à l'abri de la main de Tyler. Le contact fit naître un bruit de tissu, un frottement sec. Tyler répondit par une impulsion, leur bousculade devint physique. Les mots se transformèrent en gestes. Tyler donna un coup à Daniel, qui fut plus une provocation qu'une douleur colère.
C'était le coût qu'il payait pour être écouté. Daniel resta ferme, le corps large, la respiration contrôlée. Il connaissait la violence masquée, la rage qui se cache dans des phrases courtes. Brandy au milieu, poing serré, regard ailleurs, était la ligne qu'il défendait. Elle lança un cri étouffé quand Tyler bascula, menaçant d'arracher la cage. Le singe gémit, un son aigu qui déchira la nuit. Quelques secondes peuvent contenir une éternité. L'une d'elles s'écoula avant que Tyler n'attrape son téléphone du côté passager et ne hurle quelque chose dans une voix pleine de menaces obscènes. Daniel ne pouvait rien savoir de ce qu'il disait. Il savait juste qu'il s'agissait d'une provocation qui cherchait à rappeler une supériorité. « Appelle la troupe, appelle qui tu veux, » répondit Daniel en serrant la prise. « Mais tu ne prends pas ça, pas lui. » Tyler revint en arrière, une hésitation dans les muscles. Les sirènes étaient loin, mais quelque chose d'autre se rapprochait, la présence d'une communauté qui n'aime pas voir une injustice. Ce n'était pas seulement Daniel. La Harley était un emblème. Le bruit du moteur avait réveillé des visages aux fenêtres, un phare lointain avait tourné et une camionnette noire avait ralenti au coin de la rue. C'étaient des voisins, des hommes et des femmes qui, malgré leurs préjugés sur les motards, reconnaissaient la décence quand elle se présentait. Ils ne venaient pas pour régler un jugement, mais pour s'assurer que personne ne soit laissé seul. Tyler, voyant la perte d'isolement, mit un coup de pied dans un bidon renversé pour faire diversion. Brandy vacilla, le singe se cogna contre le plastique, puis reprit son équilibre, tremblant. C'est alors que la voix d'une femme au téléphone, une travailleuse sociale appelée par Brandy quelques heures plus tôt, résonna en arrière-plan dans la poche du blouson qu'elle avait laissé sur la banquette. « Reste calme, Brandy, on arrive, donne-moi l'adresse, respire. » Brandy chuchota l'adresse, les chiffres se mélangeant. Dans le vide entre les paroles, Daniel pensa à ce que la peur fait aux gens. Elle coupe les choix, elle transforme les décisions en réactions. Un klaxon percuta la nuit, et les phares bleus dessinaient des contours sur le bitume. Tyler faillit s'enfuir, mais Daniel, sans l'humiliation du triomphe, le retint par l'épaule. « Tu dois partir, » dit Daniel plus bas, presque en conseil. Tyler poussa, crachant des injures, mais la colère s'éteignit devant la réalité d'un nombre qui le dominait. Les policiers arrivèrent 2 minutes plus tard, assez pour que l'adrénaline tombe, assez pour que la routine se montre. Ils sortirent des véhicules, lampes torches allumées, posaient des questions professionnelles, dégageant des gestes calmes qui semblaient dérouler la justice. Tyler fut menotté dans un geste cérémonieux, comme si le métal venait sanctionner un basculement prévisible. Il blâma, hurla sur Brandy, sur la travailleuse sociale, sur tout le monde. La police prit des notes, vérifia des papiers, et, quand on leur montra la cage, un agent sourit malgré la gravité. Le singe, petit et tremblant, colla son front contre la grillage et regarda Daniel comme s'il comprenait d'où venait la protection. On apprit vite que le bébé singe venait d'un réseau de sauvetage. Un riche bienfaiteur, un milliardaire connu pour financer les refuges animaliers, avait un jour aidé un gamin qui avait trouvé l'animal blessé et l'avait confié au centre où Brandy travaillait comme bénévole. Le don de cet homme avait permis de soigner l'animal et de le garder en vie. Il était devenu, à sa façon, un lien fragile entre deux mondes. Tyler, qui réclamait la tutelle par droit de sang, cherchait à reprendre ce qu'il considérait comme un objet de pouvoir aveugle à la personne qui l'exploitait. Brandy prit la parole sous les regards. Elle expliqua comment le singe, appelé Milo par le garçon qui l'avait d'abord sauvé, n'était pas un bien. C'était un être qui avait aidé un enfant à guérir d'une perte, disait-elle. Edelmeismion avait lutté pour trouver un refuge, pour payer les soins, pour gagner le droit de garder Milo auprès du jeune garçon. Elle avait économisé, travaillé des heures supplémentaires, emprunté. Tyler prétendait qu'il avait des droits de père, qu'il était le seul à pouvoir décider. Mais ses gestes dans la nuit trahissaient une priorité autre. Il voulait imposer sa volonté, qu'on lui obéisse. Les policiers prirent des dépositions, consignèrent les signes d'abus que Brandy montra en baissant sa manche. Un cercle pâle, une mémoire qu'on ne pouvait ignorer.
Quand tout fut posé, un agent se tourna vers Daniel et lui demanda s'il voulait témoigner. Il confirma simplement ce qu'il avait vu. Il raconta la façon dont il avait bloqué la porte quand Tyler tenta de s'acharner, le moment où il avait placé la cage derrière Brandy. Sa voix n'était pas théâtrale, elle portait la fatigue de quelqu'un qui savait que ce genre de nuit n'était pas unique. Le chef du poste, un homme aux rides longues, hocha la tête et parla d'un mandat possible pour vidéo et d'un suivi judiciaire. « Nous ne pouvons pas promettre un miracle, dit-il en terminant, mais nous pouvons commencer par assurer la sécurité. » On arrangea le transport. Brandy accepta, après un court temps de réflexion, de laisser Milo et le garçon partir vers un foyer d'urgence où ils auraient soins et protection, au moins le temps que la procédure juridique se mette en place. Elle avait, dit-elle, une liste de contacts, un refuge qui accepterait d'évaluer la situation et d'offrir un accompagnement. Daniel sortit 3 billets pliés de sa poche, environ 300 €. Il les posa dans la main de Brandy sans un mot de moralité, juste un geste, comme on tend une bouée. « Prends ça pour l'essence et la nourriture, jusqu'à ce que vous soyez sûr, dit-il. Elle le remercia d'un hochement de tête, les yeux embués, la gratitude compacte. 2 semaines après, la ville avait tourné la page sur la scène de la station comme on tourne une feuille de papier, sauf pour ceux qui avaient vécu la nuit. Brandy avait rejoint le refuge, non plus comme bénévole secret, mais comme résidente temporaire inscrite dans un programme de protection. Tyler avait été convoqué au tribunal, une ordonnance d'éloignement avait été déposée, et un suivi judiciaire, insuffisant mais existant, avait commencé. Le garçon et Milo étaient placés dans un foyer spécialisé, où un éducateur leur fit des soins constants et où l'on évaluait le mieux le plan de réinsertion. Daniel venait parfois, sans fracas, déposer un sac de provisions sur le pas du refuge. Il n'avait pas changé sa route pour autant, mais il avait modifié sa vitesse. Il avait eu des filles et des sœurs, des histoires qui lui avaient appris la nécessité d'intervenir. La communauté motarde envoyait parfois des colis, une solidarité discrète qui ne s'affichait pas en banderoles mais en actes. 1 an plus tard, la petite histoire se transformait en quelque chose de plus large. Le milliardaire animalier avait envoyé un message par l'intermédiaire du refuge. Il voulait voir le garçon. Il voulait savoir comment Milo allait, non par curiosité, mais pour comprendre l'impact de son geste. Il vint sans faste, discret, portant toujours des lunettes et une casquette qui le rendait presque anonyme. Il parla à voix basse avec les éducateurs, demanda des nouvelles précises, offrit des fonds pour un programme éducatif destiné aux enfants comme ce garçon, pour apprendre à vivre avec un animal et pour transformer cette relation en outil thérapeutique. Il n'avait pas cherché la publicité, il avait continué son travail de mécène, convaincu que la compassion devait se porter en actes, pas en discours. 3 ans plus tard, Brandy n'était plus la femme qui comptait des pièces sous un néon. Elle avait terminé une formation, avait travaillé comme accompagnatrice sociale au refuge qu'il avait protégé. Et Milo, que l'on avait pensé et socialisé, était devenu un animal compagnon certifié pour un programme d'enfants en situation de vulnérabilité. Le garçon, qui désormais souriait sans la crainte d'hier, venait chaque semaine pour aider au centre. Il apprenait à soigner les petits, à ranger les enclos, à parler aux bénévoles. Daniel passait parfois avec sa Harley, s'arrêtait, restait un peu plus longtemps, partageait un café tiède et regardait cette scène comme on contemple une réparation patiente. L'histoire avait déroulé ses conséquences. Un homme avait été arrêté, la justice suivait son cours, une femme avait trouvé une vocation, et un refuge, un garçon avait retrouvé une enfance qui ne lui avait pas été volée complètement. Et quelque part, le geste du milliardaire animalier, discret, presque invisible aux yeux de la foule, avait permis ce relais, un don, un réseau, une continuité. Ce n'était pas un triomphe spectaculaire, mais une chaîne d'actes simples qui, mis bout à bout, changeaient des vies. Ce que Daniel avait appris, disait-il parfois en se tenant dans l'atelier du club de motards, c'était que la route n'était pas seulement un ruban d'asphalte, c'était une suite de rencontres. On ne sauve pas le monde d'un coup, commentait-il, mais on empêche qu'il s'effrite sous nos yeux. Et ses frères de route acquiesçaient, parce que dans leur code, protéger n'était pas un choix esthétique, mais un engagement. Nous faisions ce qu'il fallait.
Ce fut la seule fois où la voix collective se fit entendre, brève et sans emphase, juste pour rappeler que la solidarité avait un visage. La nuit à la station resta pour Brandy une image qu'elle ne retrouvait pas sans une courbe de peur et d'espoir. Elle gardait parfois la photo du garçon et de Milo sur son téléphone, prise 1 an après l'incident. Il riait, le singe tendait une main comme pour saluer, et le garçon regardait l'objectif avec une assurance qu'il n'avait jamais eue avant. Dans le refuge, Brandy apprit à écouter les autres femmes qui, comme elle, portaient des cicatrices invisibles. Elle racontait parfois l'histoire à voix basse, non pour se vanter, mais pour montrer le chemin possible. La transformation n'était pas linéaire, mais elle était réelle. La vérité, conclurait Daniel un soir en refermant sa caisse à outils, c'est que ceux qui sauvent ne cherchent pas un prix. Ils tiennent simplement à ce que la vie soit défendue. Si cette histoire vous a touché, likez, abonnez-vous et partagez, et pensez à soutenir les refuges locaux.